J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques. Le tout sans la moindre langue de bois. C'est rare et c'est tous les mercredis, 21h sur Radio J. Alors cette semaine, on va bien sûr parler des conséquences politiques en France de l'horreur qui s'est abattue le week-end dernier sur Israël. 1200 morts, un bilan qui va sans doute s'alourdir encore. D'abord, avec les prises de position des Insoumis, le seul parti qui a refusé de condamner fermement l'attaque terroriste menée par le Hamas et le djihad islamique, et même de qualifier ces mouvements de terroristes. On va aussi évoquer la condamnation unanime par LFI donc de la classe politique française, y compris le Rassemblement National et Marine Le Pen. On va se poser la question, le parti fondé par Jean-Marie Le Pen il y a plus de 50 ans avec de nombreux antisémites notoires, peut-il vraiment être considéré aujourd'hui comme un ami de la communauté juive et d'Israël ? Puis enfin, on va parler de l'aide européenne et française aux Palestiniens qui est aujourd'hui remise en question au niveau européen, mais aussi en France. Décryptage tout de suite avec nos invités. Alors pour en parler, autour de la table, l'élite du journalisme politique, et aujourd'hui c'est la Dream Team. Tout d'abord l'indispensable Arlette Chabot, qu'on ne présente plus, éditorialiste politique notamment sur LCI. Bonsoir Arlette. Bonsoir. L'inévitable Marion Mourgue, rédactrice en chef adjointe au Parisien. Bonsoir Marion. Bonsoir David. Et l'inarrêtable Maurice Safran, éditorialiste à Challenge. Bonsoir Maurice. Bonsoir. Je vous rappelle la règle du jeu, mais vous la connaissez, pas de off, pas de langue de bois, vous pouvez vous livrer sans phare, tout nous raconter, bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, pour commencer, la première question, les Insoumis ont-ils franchi les limites du tolérable alors que tous les partis politiques français, d'extrême droite, de droite et de gauche, ont condamné sans réserve l'horreur de l'agression terroriste commise samedi par le Hamas? Les Insoumis se sont une fois de plus distingués en renvoyant dos à dos l'organisation islamiste et le gouvernement israélien. Je cite, « L'offensive armée des forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est », écrivent-ils dès la première phrase de leur communiqué diffusé dimanche. Et puis, également, samedi, au premier jour de l'attaque, Jean-Luc Mélenchon a affirmé dans un tweet, je cite encore, « Toute la violence déchaînée contre Israël et Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. » Est-ce que c'est une position compréhensible, Arlette Chabot ? C'est une position, on peut dire, électoraliste, mais sur le fond, c'est une attitude qui, évidemment, tout le monde l'a déplorée. Ce n'est pas comme disait Manuel Bompard ce matin, parce qu'il y a une espèce de complot contre la France insoumise, médiatico-politique. La fameuse rhétorique paranoïaque de la France insoumise. Voilà, donc ce n'est pas ça. C'est juste que ce n'est pas possible de dire, et Mathilde Panot hier refusant de dire, on va l'écouter tout à l'heure, c'est une organisation terroriste, elle ne répond pas. Alors on sait que les damnés de la terre se trouvant désormais pour la France insoumise dans les banlieues, parmi les enfants d'immigrés, parmi les musulmans qui vivent en Occident et singulièrement en France et dans les circonscriptions qui votent pour eux, on comprend qu'ils aient cette attitude électoraliste. Mais j'allais dire bafouer des principes mais basiques, mais c'est vraiment juste de l'humanité, une inhumanité absolue, en refusant de dire qu'il s'agit effectivement d'une attaque terroriste. C'est pas supportable, c'est-à-dire qu'ils se sont déshonorés, mais aux yeux de la politique. On s'en fout, je veux dire, du reste. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'ils gagnent ou ils perdent. Gagner les élections à ce prix ou gagner des élections à ce prix, mais c'est innommable. Donc je pense qu'effectivement, ils sont totalement déshonorés. Alors certains disent qu'ils ont fait un mauvais calcul au fond, parce qu'ils n'imaginaient pas l'ampleur de la catastrophe. Ils n'imaginaient pas qu'il y avait des femmes, des enfants. On pouvait quand même la mesurer assez vite samedi, vu l'ampleur de l'attaque. Là, on est dans... C'est Daesh, quoi. On égorge, on tue, on coupe des têtes. Donc là, ils ont peut-être été un peu vite dans le refus de condamner. Ils auraient pu réfléchir. Alors, heureusement, on y reviendra qu'il y en a quelques-uns qui sauvent l'honneur. Mais l'honneur d'un parti politique, encore une fois, hein, je veux dire, c'est le problème, je me fous de la gauche. De temps en temps, il faut dire les choses comme on les ressent. C'est pas...
c'est pas acceptable. Voilà, c'est déshonorant encore une fois. Vous êtes d'accord, Marion Bourg, ils se sont déshonorés, les Insoumis, ou du moins l'état-major des Insoumis sur ce dossier? Arlette a tout à fait raison. Ils se sont déshonorés et ils ont sûrement signé aussi la fin de l'attrait qu'ils pouvaient avoir au sein de la gauche. C'est-à-dire que samedi, il y a l'horreur, il y a les attaques. Et assez vite, on comprend que la position que prend la France insoumise et donc la NUPES derrière va exploser. C'est-à-dire que c'est intolérable qu'il n'y ait pas une condamnation ferme et une partie de la gauche ne pourra plus se retrouver dans la France insoumise et ne pourra plus se retrouver dans la NUPES. Ce n'est pas uniquement les personnalités politiques, puisque certaines ont en effet pris leur distance avec la position de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est aussi les électeurs de gauche. Et donc là, on a basculé politiquement dans autre chose. On ne pourra plus revenir à ce qui a fonctionné pour les dernières présidentielles ou les dernières élections. La France insoumise ne pourra plus séduire de la même manière, puisque là, on a vu en effet une position électoraliste, mais aussi un manque de courage politique et donc de représentation ensuite des électeurs. Vous êtes d'accord, Maurice, déshonorer la France insoumise, mise au banc des chiffres politiques? Doute, mais est-ce que ce n'est qu'une position électoraliste? C'est bien ça toute la question. Évidemment, on voit que les députés sont élus souvent dans des quartiers où le vote musulman compte. D'ailleurs, il faut féliciter Alexis Corbière, qui est élu de Seine-Saint-Denis, qui a été un des élus des Insoumis à critiquer, qui a pris position très fermement contre le Hamas et critiquant la position de son propre parti. Et il est élu de Seine-Saint-Denis, donc pour lui, c'est un vrai acte politique. Mais est-ce que ça ne va pas plus loin que la simple position électoraliste? Parce qu'il aurait été très possible, pour les Insoumis, pour Mélenchon, pour son entourage, parce que ça touche essentiellement Jean-Luc Mélenchon et son entourage le plus proche. C'était tout à fait possible de dire c'est horrible, et ensuite, dans la foulée, tout de suite après, dire mais il y a la responsabilité du gouvernement israélien, mais il y a la responsabilité de Netanyahou, mais il y a la responsabilité de la colonisation depuis 1967. C'était tout à fait possible. Ce n'est pas ce qu'ils ont choisi. Il y a cette formule absolument extraordinaire, inouïe, et chaque jour plus inouïe, chaque heure plus inouïe, que vous avez cité, David, l'offensive armée des forces palestiniennes, c'est complètement délirant. Il ne s'agit en rien d'une offensive armée des forces palestiniennes. Donc, qu'est-ce qui a poussé Mélenchon à tenir cette ligne au-delà de l'électoralisme pur et simple? Qu'est-ce qui a poussé Mélenchon à soutenir cette ligne? Ça, c'est une vraie question politique qui se pose. Justement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Mélenchon on savait que la France insoumise était antisioniste. Est-ce que Mélenchon est devenu, parce que je ne peux pas croire qu'il l'était à l'origine, moi qui ai suivi le Parti socialiste, c'était quelqu'un de laïque, de républicain, est-ce qu'il est devenu antisémite d'après vous, Maurice? Alors, on m'a, comme on fait de la radio, c'est un peu compliqué, mais on m'a envoyé un dessin de Rançon dans Le Parisien il y a 6 ans, posant exact. C'est un dessin, on a l'impression qu'il l'a fait ce matin, ce dessin à Rançon, où ça pose totalement prémonitoire, en disant que finalement, le dessin dit très clairement, d'une façon très drôle, que l'antisionisme de Jean-Luc Mélenchon, c'est de l'antisémitisme. J'ai jamais voulu y croire. Pendant longtemps, j'ai eu de bonnes relations avec Jean-Luc Mélenchon parce que j'ai écrit un papier dans Marianne pour expliquer qu'il était antisioniste, qu'il était anti-israélien, mais qu'il n'était pas antisémite. Eh bien, je pense que je me suis trompé. Il ne le sait pas, mais il est antisémite. Ou peut-être pire, il ne l'est pas, mais il le devient pour des raisons purement électorales, Marion Bourg. C'est un antisémitisme électoral, ce qui est donc gravissime, puisque c'est pas forcément ce que l'on pense, mais c'est ce que l'on affiche. Depuis des mois et même un peu plus, la France insoumise, tous les membres de la direction ont théorisé le fait que pour gagner les prochaines présidentielles, il fallait convaincre les abstentionnistes pour gagner plus de voix. Et donc les banlieues. Exactement. Et c'est pour ça que c'est une stratégie électorale qui est pensée, théorisée, et que certains condamnent, comme Corbière. Il commence à prendre ses distances, mais c'est pensé en se disant on va convaincre les quartiers, on va essayer de convaincre la communauté musulmane, et donc on va prendre toutes les positions qui pourraient les satisfaire. D'où ce qui est d'ailleurs un postulat de départ discutable, puisqu'on considère que donc toutes les personnes d'origine musulmane ou maghrébine sont antisémites ou antisionistes, ce qui est quand même à vérifier.
C'est pour ça que c'est dangereux. Mais je veux dire, pardon. Je veux dire, c'est encore pire. Je veux dire, c'est-à-dire que moi, je suis sur la position de Maurice parce qu'on est les plus anciens ici. Non, on peut pas vous laisser dire ça. Mais je veux dire, je n'ai jamais pensé que Jean-Luc Mélenchon était antisémite. Mais la position qu'il prend aujourd'hui, justement, alors je passe sur l'islamo-gauchisme et mes participations à des manifestations contre l'islamophobie, qui en réalité étaient des manifestations à tendance islamiste. Extrêmement particulière. Donc il y a effectivement des interrogations depuis cette période. Mais le cynisme, si ce n'est du cynisme électoral, poussé jusque-là, je trouve que c'est encore plus grave. Je ne peux pas arriver à me persuader que Mélenchon lui-même est antisémite. Il y a autour de lui des gens qui le sont par ricochet, si je dis encore une fois, qui sont devenus, au fond, bah oui, on a toujours dit l'anti-sionisme devient à gauche, effectivement, de l'antisémitisme, c'est la forme moderne. Mais je veux dire, en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon personnellement, parce que je crois que c'est Daniel Obono qui a rédigé la première version dont on parlait, du communiqué. Proche des indigénistes. Proche des indigénistes. Donc là, on sent qu'il est au milieu de tout ça. Alors, il joue de tout ça, mais le cynisme poussé à ce point, je vais dire, c'est vraiment aussi insupportable que l'antisémitisme. Alors, on avait eu quelques jalons, pardon Maurice. Souvenez-vous, il y a quelques années, il avait parlé, à l'époque où il y avait une polémique sur l'antisémitisme de Jeremy Corbyn, le travailliste britannique, il avait dit qu'il refuserait de s'agenouiller, je cite, devant les oukases communautaristes du CRIF. On voit un petit peu le registre lexical. Et puis, à l'époque du gouvernement de la présidence de François Hollande, il avait parlé de Pierre Moscovici, le ministre des Finances, en disant cet homme ne représente la finance internationale. Là encore, on voit très clairement à quoi ça fait référence, Maurice Safran. Non, mais il a eu des formules tout à fait extraordinaires, notamment je ne sais pas si Jésus était sur la croix. Je sais qui l'a mis, paraît-il, ce sont ses propres compatriotes. Qui est alors on abordera ce sujet bientôt, mais si quelqu'un d'extrême droite tient ces propos-là, mais il est assassiné sur place. Sur place dans la minute. Donc là, non. Maintenant, ce qu'il y a de très frappant, c'est que non pas l'antisionisme, mais l'anti-israélisme de la France insoumise n'a cessé de monter en gamme. Ça n'a cessé d'être de plus en plus violent. Et à un moment, je crois que même sans s'en rendre compte eux-mêmes, ils ont versé dans l'antisémitisme. Cette haine forcenée d'Israël qu'on peut critiquer. Je suis un de ceux qui l'ont le plus critiqué en France, la politique d'Israël depuis très longtemps maintenant. Mais là, c'est une folie totale et c'est d'une violence absolument inimaginable. Une violence inimaginable, et vous parliez du côté un peu délirant du communiqué, alors que, il faut le souligner, la plupart des élus insoumis, pas tous, on va le voir tout à l'heure, mais la plupart se sont refusés à utiliser le terme de terroristes quand même pour qualifier le Hamas, ce qui est quand même sidérant au regard des images et qui nous parviennent depuis samedi et des informations qui nous parviennent. C'est le cas de la présidente du groupe insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot. Elle était interrogée hier en conférence de presse. On lui demande si le Hamas est un groupe terroriste. Eh ben, elle préfère botter en touche et même quitter la conférence sans répondre à la question. On écoute cet extrait tout de suite. On va pas se lancer là-dessus. C'est la branche armée qui aujourd'hui est responsable de crimes de guerre, voilà, et c'est largement documenté. Vous pourrez. Mais j'ai répondu sur terroriste en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de... Bon, c'est quand même à la fois ahurissant et extrêmement choquant, non, Arlette Chabot? C'est sidérant de nullité, de sectarisme. Non, mais de sectarisme, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de mots, parce qu'elle dit c'est la branche armée qui a commis des crimes de guerre. Alors là ils pensent qu'ils se sont... ils sont au maximum de la condamnation. La branche armée, c'est pas une armée, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'armée palestinienne. Et ce sont des actes de terrorisme. Mais comme elle dit ça, elle pense qu'ils sont totalement disculpés, blanchis. Donc elle corrige. Et il y a une incapacité. C'est impensable d'imaginer qu'on ne condamne pas violemment une action terroriste menée par un groupe qui n'a pour objectif, c'est pas un objectif politique. L'objectif politique, c'est la disparition d'Israël. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Eh bien, elle n'y arrive pas. Et on sent, elle tourne, elle ne peut pas le dire. Alors, est-ce qu'elle ne le dit pas parce qu'elle a eu la consigne de Mélenchon
surtout tu ne lâches pas là-dessus, ou bien parce qu'elle-même le pense, si elle le pense vraiment, ce n'est pas supportable. Mathilde Panot n'est pas supportable. Alors Mario Mouk. Le seul point positif de cette séquence, c'est que hier, quand on voit le point presse, il n'y a pas les ténors derrière elle. Quand elle avait fait des interventions sur d'autres sujets, y compris sur les punaises dans Paris. La semaine précédente, je crois. Exactement, il y avait des cadors. Donc là, le seul point positif, c'est peut-être se dire, bon, le malaise commence à monter au sein oui, mais Marion, du ce parti sont du les groupe. mêmes. Là, on retombe dans la politique politicienne. C'est compliqué dans ces moments-là. Ce sont les mêmes qui se sont exprimés clairement sur la question et qui n'étaient pas là hier, qui contestent Mélenchon depuis 6 mois. Oui, hein. Alors bien sûr, justement, c'est exactement. pour ça que tout est lié. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça fait partie d'un combat politique au sein des LFI qui est déjà extrêmement violent et qui recoupe les mêmes séparations. Les mêmes fractures au sein du parti. Clair, Il faut le dire pour les auditeurs, certains insoumis sont choqués. C'est le cas du député LFI de Paris, Rodrigo Arenas, qui, contrairement à ses camarades, s'est rendu à la manifestation organisée par le CRIF lundi soir au Trocadéro. Et il a même expliqué dans un courrier interne, je cite, « Le Hamas ne sert plus la cause palestinienne depuis longtemps. Et également, l'espoir de paix ne peut pas s'enraciner dans des hésitations malsaines ou le choix idéologique d'un camp contre un autre. » Et puis ce matin, dans Le Monde, c'est l'insoumis François Ruffin, député de la Somme, qui exprime, je cite, son soutien aux victimes et à la société israélienne. Il condamne sans réserve les actes du Hamas. Donc ça veut dire que ça chauffe quand même très fort au sein de LFI. Il dit même qu'on ne peut pas avoir de pudeur de gazelle. Absolument. Il cite même cette expression Alors, je voudrais de revenir Mélenchon. une seconde en arrière, parce que dans un excellent papier que notre confrère Guillaume Mallory publie sur le site de Challenge, il a retrouvé une phrase de Jean-Luc Mélenchon pour expliquer Éric Zemmour. Alors, accrochez-vous bien aux branches, parce que c'est absolument invraisemblable. Zemmour, dit Mélenchon, reproduit beaucoup de scénarios culturels. On ne change rien à la tradition. On a la créolisation en horreur. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. Jean-Luc Mélenchon. C'est absolument... Alors ça, c'est antisémite, purement antisémite. C'est pour ça que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On ne saurait pas que c'est Jean-Luc Mélenchon, on dirait, mais quel est le salaud, quel est le con qui tient des propos d'un antisémitisme aussi stupide? Eh bien, c'est une phrase de Jean-Luc Mélenchon. Mais quelle dérive quand même pour quelqu'un qui a commencé, alors certes, qui est d'obédience trotskiste, lambertiste, on le sait, qui est quand même un parti extrêmement dur, mais qui a commencé aussi son entrée en politique chez Michel Rocard, qui a toujours été un républicain, un laïcard forcené, même d'obédience maçonnique, je crois. Enfin, comment expliquer cette dérive absolue? C'est surtout un mitterrandiste. Un mitterrandiste, ami absolument. d'Israël, le premier président de la République française, a fait fait un voyage officiel en 1982. Effectivement, en Israël, le premier président de la République. Donc, la fidélité absolue, c'est la seule fidélité qu'ils mettent de temps en temps en avant, c'est la fidélité à François Mitterrand. Donc là, il est totalement à côté. Donc, il y a une dérive invraisemblable. Politique et personnelle. Et maintenant, David, juste pour compléter ce que vous dites, il vient du parti lambertiste, du parti trotskiste-lambertiste, fondé à 90% par des juifs. Donc il y a beaucoup de critiques à faire contre le parti lambertiste, qui est parfois plus dur que les staliniens, bien sûr. Mais ce n'est pas un parti antisémite en rien. En rien. Donc c'est une dérive absolument stupéfiante. Qui est à mettre en miroir avec, par exemple, les propos qu'il tenait sur le voile. Il a été contre le voile, très ferme en prenant position dans le débat public. Et puis là, aujourd'hui, il accompagne le mouvement, il cautionne et il défend le port du voile. Donc, les deux sont à mettre en rapport et c'est pour ça que vraiment la stratégie électorale explique beaucoup de oui, choses. voilà, c'est ce que je veux dire. On en revient à la dimension clientéliste. Finalement, est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne fait pas que chasser des voix dans les banlieues? Et est-ce que c'est un bon calcul, Arlette Chabot? Je ne sais pas si c'est un bon calcul, mais je pense qu'il se détruit. Tout ce qu'on dit, enfin, tout le rattrape. On ne peut pas tout faire pour gagner des voix. Et d'ailleurs, c'est la question qu'il faut poser aux partenaires de la gauche. Est-ce que franchement, vous avez envie de continuer pour garder quelques sièges demain ou dans les années qui viennent, à chaque élection, de continuer avec un parti qui agit de la sorte? Parce qu'il ne s'agit pas de dire... Moi, j'étais ahurie hier d'entendre les responsables dire « Bon, alors, on va travailler différemment. La prochaine fois, quand il y aura une position importante à prendre, on se réunira d'abord. » Et après, on fera... Mais c'est pas possible. Oui. Pour l'instant, il y a une mesure, c'est de ne pas préparer ensemble un contre-budget. Mais quand on est sur des valeurs fondamentales, on dit stop.
Voilà, on dit, ce n'est pas supportable. Donc, je pense que les partenaires de la gauche qui ont qui ont condamné, qui ont pris leur distance, qui ne sont pas sur la même ligne sur quelque chose d'aussi fondamental, ne devraient pas juste dire « Oh, bah, on fera mieux la prochaine fois ». Ils s'en vont, ils quittent l'Alliance. Alors justement, ça tangue beaucoup au sein de la NUPES. Enfin, ça fait des mois que ça tangue, on le chronique ici très régulièrement. Mais là, il semble qu'on a atteint un point de non-retour. On l'a dit tout à l'heure, plusieurs insoumis se sont insurgés contre la position du leader Maximo, si j'ose dire. Mais évidemment, dans les autres partis, PS, PCF, ELV, eh bien, on s'insurge aussi contre cette dérive. C'est le cas du député PS Jérôme Guedj. On l'écoute tout de suite. J'ai été abasourdi, dégoûté, effrayé de voir que dans ce moment-là, on pouvait avoir une relativisation, une explication, chercher peut-être des circonstances explicatives à l'intervention des terroristes. Quand on est dans ce moment de guerre, d'émotion, de sidération, chaque mot compte. Et donc, moi, je vais être très clair, toute prise de parole qui, à ce moment-là, ne condamne pas le terrorisme du Hamas, les victimes civiles israéliennes qui sont prises à partie, qui, dans un deuxième temps, peut légitimement s'inquiéter de l'intensité de la répression et des représailles qui vont être faites par Israël et qui, malheureusement, on le sait, vont toucher des populations civiles à Gaza parce que, on le sait, le Hamas, c'est l'ennemi du peuple palestinien. Voilà, donc toute prise de position qui, dans l'immédiat, n'a pas cette clarté, pardon de le dire, elle me dégoûte et elle est, sinon suspecte, elle pose problème parce qu'elle ne dit pas clairement les choses. Et dans un moment comme celui-là, on doit dire clairement les choses parce qu'on est un pays qui a été frappé par le terrorisme. Au moment du Bataclan, au moment où la BRI intervenait, on n'était pas là à trouver des circonstances atténuantes à Daesh. Ça me dégoûte des mots très forts, surtout de la part de Jérôme Guedj, qui, prend des prises de position claires, mais qui est membre de la NUPES et n'a pas fait partie des critiques. Non, David, ça va plus loin que ça. Jérôme Guedj, c'est un des concepteurs socialistes de la NUPES. Absolument. C'est un de ceux qui a construit la NUPES. Donc c'est d'autant plus important. Maintenant, puisqu'on dit tout ici... mais ça reste entre nous. Et ça reste entre nous. On entend aussi, dans les rangs des LFI et d'une partie de la gauche, Guedj, il est juif. Évidemment. Et évidemment, ça joue dans sa réaction sensitive. Alors qu'il a justement pris toujours garde à ne pas mettre en avant ses origines sur ses prises de position. C'est d'autant plus important, je le répète, qu'il est chez les socialistes un de ceux qui a construit et qui a défendu avec le plus d'acharnement la NUPES. Mais là, effectivement, pour lui et pour des tas d'autres gens, ça devient vraiment compliqué, là. Alors, on s'interroge justement, je le disais, presque chaque semaine depuis la rentrée pour savoir quand et si la NUPES va exploser. Là, il semble qu'on est proche de la fin, non ? Un socialiste me disait d'ailleurs cette semaine que c'est souvent sur les questions internationales que les coalitions de gauche dans l'histoire de la République française ont explosé. Hier, d'ailleurs, le groupe PS à l'Assemblée annonçait qu'il suspendait sa participation à la NUPES. Ça sent le roussi quand même, Marion Mourgue, non ? Oui, alors déjà, il y avait eu l'étape des européennes, puisqu'ils avaient tous annoncé qu'ils feraient une liste unique. Donc, c'était mal parti pour que la NUPES continue. Qu'ils partiraient chacun de leur côté. Chacun de leur côté, chacun une liste. Et ensuite, il y a le contre-budget. C'est pas anodin, le contre-budget, de ne pas le faire, puisque c'était aussi une manière de pouvoir s'unir à petits frais contre le gouvernement. Donc, ça fait 2 étapes, mais je suis d'accord avec Arlette, on attend la 3e étape, c'est-à-dire la déclaration qui dit c'est fini, on claque la porte et on s'en va. Pour l'instant, ils ne le font pas. C'est là où c'est un peu incompréhensible, puisque les ténors du Parti socialiste ou d'autres partis ont des déclarations fermes, mais il n'y a pas ce pas. Donc c'est comme s'ils attendaient encore un peu avant de prendre cette position définitive. Même si, franchement, les prochaines années jusqu'à la 2027 vont être compliquées pour rester ensemble. Arlette, la NUPES, c'est fini ? Je pense qu'effectivement, c'est mal parti, mais on sent bien que personne n'a envie porter le chapeau de la rupture. Enfin là, quand même, les insoumis portent une part de responsabilité écrasante. Je suis d'accord, mais de dire... Celui qui dira c'est fini. Voilà, celui qui dira c'est fini. Voilà. Personne n'a envie de prendre... alors, à chaque fois, il y a un pas, il y a effectivement... parce que souvent, Mélenchon attend que ce soit les partenaires qui exactement, Mélenchon attend. Mais alors, tous les partenaires sont persuadés que Mélenchon, lui... veut casser la NUPES pour avoir les mains libres pour la prochaine élection présidentielle. C'est d'ailleurs ce qu'ils s'emploient à faire assez clairement depuis quelques semaines. Exactement. Donc, c'est l'illustration de sa volonté de casser l'alliance. Donc, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais, donc, pour ne pas lui faire plaisir, eh bien, ils ne veulent pas être à l'initiative de la rupture. Chacun attend, mais dans les faits, je pense que la rupture, elle est évidente.
Elle est peut-être consommée. Merci pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants et on se retrouve très vite pour la suite des opérations et pour parler justement de la position du Rassemblement national dans cette affaire. A tout de suite. Ça reste entre nous sur Radio J. Deuxième sujet de notre débat. Arlette Chabot, Marion Mourgue, Maurice Safran, toujours les conséquences politiques en France de l'horreur terroriste en Israël. Maintenant, on va s'intéresser au positionnement du RN, du Rassemblement national, face à Israël et à l'attaque terroriste d'ampleur que le pays a subie. Alors, on va se dire les choses, on le sait, l'ancêtre du Rassemblement national, le FN, le Front national, avait été fondé en 72 par Jean-Marie Le Pen, accompagné de nombreux ex-collaborationnistes, nostalgiques du pétainisme et activistes antisémites. Et d'ailleurs, antisémitisme et antisionisme ont toujours été dans les deux mamelles de l'ADN lepéniste. Et aujourd'hui, Marine Le Pen et son entourage tentent de convaincre du contraire depuis des années. On écoute d'ailleurs, pour commencer, la présidente du RN qui réagit aux attaques terroristes du Hamas contre des populations civiles. C'était hier sur Europe 1. Ce qui est en train de se passer est la pire des choses en réalité, c'est qu'on assiste à nouveau à des pogroms. Et ces pogroms se déroulent sur la terre d'Israël par un groupement terroriste qui fait preuve d'une bestialité sans nom. Je pense que tous les Français ont été frappés de stupéfaction, de tristesse et potentiellement de colère à l'égard du fondamentalisme islamiste qui, une fois encore, a frappé, une fois encore avec les mêmes méthodes. Partout dans le monde, ce sont les mêmes méthodes. Des méthodes qui s'attaquent aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux civils. Le terrorisme est la pire des lâchetés et la pire des brutalités. Voilà. Et ça doit être dans l'esprit de tous la ligne rouge absolue. Alors Marine Le Pen, qui à la différence de Jean-Luc Mélenchon condamne sans appel ces attaques, n'hésite pas à qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette différence de positionnement entre l'extrême droite et l'extrême gauche, Marion Mourgue ? Elle est malheureusement très habile, et Jordan Bardella aussi. Je pense qu'il y a une habileté électorale, là encore, de convaincre la communauté juive de voter pour le Rassemblement national, mais on voit aussi que il y a des prises de position de Marine Le Pen qui ne sont pas celles de son père. Et depuis des années, elle a affirmé assez clairement ses positions. Donc, est-ce qu'il y a de la sincérité chez elle ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand Jordan Bardella ou Marine Le Pen parlent, la communauté juive est beaucoup plus séduite par le Rassemblement national que ça pouvait être le cas dans le passé. Arlette Chabot, vous êtes d'accord ? Je pense qu'il y a quand même une partie de sincérité, il faut le reconnaître chez elle, personnellement. Je ne parle pas du Rassemblement national en général, mais elle, personnellement, il y a de la sincérité. Après, il y a aussi, évidemment, un intérêt électoral, politique, parce que lorsqu'ils disent « nous sommes les meilleurs protecteurs contre l'islamisme », évidemment, ils pensent enjeu électoral. C'est vrai ils le savent qu'il y a une partie, effectivement, de Français juifs qui se disent que c'est sans doute vrai et qui les regardent un peu autrement. Et au fond, on sait ce que Marine Le Pen ne veut, ce serait pour elle l'objectif ultime, c'est enfin être reçue en Israël, comme elle le souhaite. Un objectif qu'elle recherche sans succès depuis des années. Depuis des années, elle cherche à être invitée en Israël. Donc voilà, et c'est la fin des diabolisations et la coupure. L'ultime étape, finalement. L'ultime étape, et avec son père, la rupture aussi. C'est là-dessus qu'elle s'est faite. Et pas uniquement pour des calculs électoraux, il y a aussi, c'est pour ça que je dis qu'il y a une part quand même de sincérité, même s'il y a encore quelques connivences avec certains qui, eux, sont franchement antisémites. Dans l'entourage de Marine Le Pen, et on en compte un certain nombre. Oui, l'entourage personnel, mais on y reviendra. Si on lit sans savoir qui a prononcé les phrases sur Éric Zemmour, on ne sait pas que c'est Jean-Luc Mélenchon. On dit c'est un antisémite. Voilà. Si on lit à blanc la déclaration de Marine Le Pen sans savoir que c'est Marine Le Pen, on dit c'est une déclaration parfaite, qui n'a rien à redire à un seul mot, à une seule virgule de sa déclaration. Donc on est dans un retournement. J'ai jamais pensé, après 42 ans de métier, devoir dire à un micro que la déclaration de Marine Le Pen est absolument parfaite. Il n'y a rien. Alors, est-ce qu'elle a des arrière-pensées ? C'est un autre problème. Maintenant, il faut se souvenir, ça nous ramène un peu à aujourd'hui, que l'extrême droite, en 67, l'extrême droite, elle soutient Israël dans la guerre des 6 jours. Parce qu'on est tellement proche de la guerre d'Algérie, et ces Israéliens
qui se battent contre des armées arabes et qui gagnent, c'était formidable. C'était 5 ans avant la création du Front National. C'était 5 ans, mais ce sont les mêmes qui écrivaient dans Minute en 67, François Brignot, etc., qui ensuite seront d'un antisémitisme forcené, absolument déchaîné. C'est les mêmes qui créeront, quelques années plus tard, le Front National avec Jean-Marie Le Pen. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'elle ira jusqu'au bout de sa démarche ? Et jusqu'au bout de sa démarche, c'est rompre historiquement, dire qu'elle rompt historiquement avec le Front National de Jean-Marie Le Pen, avec ceux qui ont entouré et qui ont créé le Front. C'est cette marche-là qui lui reste à franchir. Et tant qu'elle ne l'aura pas franchi, ça restera quand même assez compliqué. Et un soupçon qui pèse, on se souvient de cette fameuse photo de Marine Le Pen jeune avec la photo du Waffen-SS, Franz Schönhuber. Ce que Fini a fait en Italie. Fini a rompu officiellement avec le fascisme italien. Jean-Franco Fini, l'ancien leader de l'Alliance nationale. Alors on va poser la question de but en blanc, est-ce que le Rassemblement national, on se demandait si Mélenchon était devenu antisémite, est-ce que, alors que le FN était lui clairement antisémite dès le départ, on se souvient bien sûr des chambres à gaz comme point de détail de l'histoire, du fameux calembour entre guillemets sur Durafour crématoire ou sur Patrick Bruel sur lequel on allait faire une fournée, je cite là Jean-Marie Le Pen, est-ce que le Rassemblement national serait devenu favorable à Israël, voire philosémite et sioniste, Arlette Chabot ? En tout cas, il est anti-islamiste. Alors, à partir de là, on peut décliner. Encore une fois, je fais une différence entre Marine Le Pen et d'autres. Mais il y a aussi Jordan Bardella. Jordan Bardella, il est né dans une banlieue où il a tout à fait beau jeu de dire aujourd'hui qu'il avait les Juifs partir, ce qui n'est pas faux. C'est un fait, c'est factuel. C'est vrai. Beaucoup de banlieues de Seine-Saint-Denis où tout le monde, communauté vivait ensemble, partageait les fêtes. Et qui les Juifs ont dû partir, les Français juifs ont dû partir parce où que les écoliers et étudiants juifs ne peuvent plus aller dans les écoles publiques. Dans les écoles, ça a commencé comme ça, il fallait franchir le périphérique pour pouvoir aller à l'école tranquillement, sinon... Donc, c'est une autre génération avec Bardella qui, effectivement, peut rappeler ça avec beaucoup de crédibilité. Donc, il y a encore sûrement des gens, même beaucoup plus jeunes, il faut regarder du côté du GUD, de syndicat, qui est encore... antisémite, certains le sont. On pense bien sûr à Frédéric Chatillon, proche historique de Marine Le Pen, qui lui est resté un militant antisémite forcené. Il le tweet régulièrement. Il y a encore du ménage à faire, si je puis dire. Et effectivement, comme le dit Maurice, il faut qu'il y ait une vraie rupture, une vraie déclaration solennelle de Marine Le Pen à un moment ou un autre, et qu'il y ait des actes, c'est-à-dire que ces personnes qui sont dans son entourage ou qui soutiennent le RN soient écartées ou le soutien soit refusé. Alors, pour compléter Arlette, cet entourage, les anciens du GUD, Frédéric Chatillon, Axel Lousteau, qui affichent officiellement leur antisémitisme, c'est pas un procès d'intention du tout, c'était plus son entourage intime et personnel que politique. Des amis de fac, des amis de l'université d'Assas. Bien que leur société ait gagné beaucoup d'argent avec le Front National, puis le Rassemblement National. Mais effectivement, je suis d'accord avec Arlette, est-ce qu'elle franchira le tout dernier pas ? Le tout dernier pas étant de rompre officiellement avec le parti qui était à l'origine du Rassemblement national, le Front National. Maintenant, il faut, puisqu'on dit les choses ici, ce qui n'est pas mon cas, les journalistes qui suivent Marine Le Pen depuis des années disent, quand on discute dans le privé, qu'elle n'est pas antisémite, qu'il n'y a aucun doute là-dessus, qu'elle n'est pas antisémite. Donc, est-ce qu'elle franchira le dernier pas ? On va voir dans les mois et dans les années qui viennent. Marion Mourgue. Et puis, l'ensemble de la société regarde Marine Le Pen avec des yeux différents du regard porté sur son père. Et donc, les Juifs de France ne sont pas étrangers à cette évolution aussi. Évidemment. On le voit bien ces derniers mois avec la technique de la cravate à l'Assemblée nationale, où il y a une crédibilité qui est arrivée là aussi en miroir avec la France outrances des insoumise. Insoumises qui font plus peur aujourd'hui dans tous les sondages d'opinion que le Rassemblement national. Et donc Marine Le Pen fait moins peur et en plus elle a des déclarations, on en parlait, qui sont en tout cas partagées par les Français aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les Français attendaient une condamnation ferme, ce qu'elle a fait. Donc
voilà, la société entière est en train aussi de la regarder différemment. Alors, vous faisiez le parallèle entre le terrorisme islamiste qui a frappé la France et Israël. C'est ce que fait aussi Madame Le Pen. Elle soutient très clairement le droit des Israéliens à se défendre, voire à éliminer le Hamas. Et elle trace un parallèle, elle aussi, entre les attentats du Bataclan et ceux de la Rave Party où ont été tués au moins 260 victimes israéliennes. On l'écoute. Moi, je pense qu'il faut permettre à Israël d'éradiquer le Hamas. Voilà, de la même manière que j'ai souhaité, vous le savez, à la présidentielle, mettre une politique qui permette d'éradiquer le fondamentalisme islamiste en France. J'ai fait une proposition de loi, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, pour lutter contre les idéologies islamistes, parce que je crois que ce cancer est en train de toucher toute notre société. France-Israël, même combat, c'est un peu ce que nous explique Madame Le Pen. Est-ce qu'elle ne fait pas, de la récupération politique et électorale, très clairement, Maurice Safran? Oui, elle en fait. Elle en fait, mais c'est son métier, c'est son rôle. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Ce qui est plus intéressant, de mon point de vue, et plus étonnant, c'est que les propos qu'elle vient de tenir, il y a d'autres responsables politiques de droite et de gauche qui ont tenu les mêmes. Des intellectuels de droite et de gauche qui ont tenu les mêmes. Vous pensez à qui pour les intellectuels? Non, mais l'interview d'Alain Finkielkraut ce matin dans le Figaro, des représentants éminents de la gauche israélienne, des grands intellectuels de la gauche israélienne, qui restent favorables à un État palestinien, etc., et qui ont dit exactement la même chose, qu'il fallait faire la guerre jusqu'au bout. Donc, elle se retrouve dans un certain consensus. Il y a une partie des intellectuels et des responsables politiques qui disent exactement comme elle, ou l'inverse, elle dit exactement comme eux. Donc effectivement, on est dans une situation qui change à une vitesse absolument incroyable. Est-ce que cet épisode, cette atrocité qui a été commise par le Hamas ce week-end, est-ce que c'est pas, on le disait un petit peu tout à l'heure, l'étape ultime de la banalisation, de la dédiabolisation du Rassemblement national, Arlette Chabot? Il y a encore une étape, il y a encore une dernière marche pour que ce soit définitivement clair, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se séparer d'un certain nombre de gens et dire que vraiment le Rassemblement national, oui, il combat le totalitarisme islamique, le terrorisme, bon, il n'est pas le seul à le faire, mais compte tenu de son histoire, il faut dire que c'est une nouvelle étape et qu'elle le dise. Une rupture totale, définitive, qu'elle acte et claire. la rupture qu'elle a commencé effectivement lorsqu'elle est arrivée à la tête du parti. Elle a quand même viré son père. Il faut quand même lui dire qu'elle sur a la exclu question de l'antisémitisme. sur la question de l'antisémitisme. Ça n'était pas rien. C'était déjà un geste important parce Puisque que Jean-Marie Le Pen, de mémoire à l'époque, avait remis la question des chambres à gaz. Non, mais c'était Bruel aussi, je crois. Et s'il y avait aussi l'affaire de Bruel. La fameuse phrase sur Bruel. À propos desquelles il avait dit qu'on ferait une fournée la prochaine fois. Ouais. Donc elle l'a mise à la porte. Donc ce qui n'est pas rien personnellement et politiquement, c'était un signe. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout, effectivement. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que le RN rentre dans le cercle du consensus. Alors que LFI en sort républicain, alors que l'arc républicain et LFI en sort au même moment, c'est-à-dire que c'est quand même assez sidérant. Un glissement de terrain assez sidérant. Quelle aide lui apporte le Jean-Luc Mélenchon? Merci la France insoumise. Depuis plus d'un an, chaque moment, la France insoumise a raté le coche. Et évidemment, le Rassemblement national en a profité. Les insoumis sont les idiots utiles du lepénisme. Ah oui. Ah oui, clairement. Mais là, vous parliez de banalisation du Rassemblement national. Certes, il manque la dernière étape qui est aussi celle de la crédibilité. C'est-à-dire qu'il y a... Oui, mais ça fait que Bien sûr. il n'y a pas encore la route toute tracée non plus. La crédibilité à gouverner, vous voulez dire. La crédibilité à gouverner, la crédibilité sur les questions économiques, la crédibilité en termes de politique étrangère ou de politique nucléaire. Et donc, si les Français regardent le parti un peu différemment par rapport à ce qu'on a pu connaître avec le Front National de Jean-Marie Le Pen, il y a encore quand même cette question, et ce qui fait que là, peut-être que c'est une étape supplémentaire sur la voie de la banalisation, mais c'est pas encore la dernière étape. Mais dans le dernier sondage, Marion, dans je ne sais pas quel institut, cette semaine ou la semaine Ipsos, dernière, pour le monde, plus 11% sur la crédibilité. Oui, c'est absolument... ça progresse. C'est la seule qui progresse. Mais on n'est pas encore à une majorité de Français, bien sûr. Sinon ça se traduirait dans les Mais plus 11%, c'est extrêmement spectaculaire. Maintenant, nos confrères qui suivent au quotidien Marine Le Pen à l'Assemblée nationale émettent aussi l'hypothèse suivante selon laquelle elle ne rompra pas totalement et définitivement tant que Jean-Marie Le Pen est en vie.
Et bon, parce qu'il y a des raisons familiales, c'est la fille, c'est le père, ça reste compliqué. D'autant plus qu'apparemment, ils viennent de se réconcilier. Donc ça rend tout le paysage plus complexe qu'on imagine encore. Alors il y a un élément aussi intéressant, c'est que Éric Zemmour, qu'on citait tout à l'heure, qui est bien sûr issu, on le sait, de la communauté, mais qui, lors de sa campagne, par une position encore plus radicale que les propositions et le programme de Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle, a quand même attiré autour de lui les plus radicaux de l'extrême droite, et on peut le dire ici clairement, puisqu'on se dit tout, les plus antisémites. Vous aviez quand même des réseaux les plus anti-juifs de toute l'extrême droite française. C'est un paradoxe. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas contribué, je dirais, à banaliser, respectabiliser un peu plus le RN, Maurice Safran? Non, mais c'est plus compliqué ou c'est pire que ce que vous dites. Parce que il y a eu des propos d'Éric Zemmour, on va revenir dessus, qui, de mon point de vue, étaient antisémites. Pétain, Dreyfus. Etc. Il a attiré des votes extrême droite. Il a attiré aussi des votes juifs. Les meilleurs scores d'Éric Zemmour, c'est dans le 17e, c'est dans le 16e, c'est à Neuilly. Et dans certains bureaux en Israël, notamment et dans certains Ashdod, bureaux en Ashkelon. Israël. Non, mais si on regarde juste les votes à Neuilly, dans le 16e et dans le 17e, où il y a de fortes communautés juives, il a fait le double de son score national. Donc c'est une vraie question extrêmement complexe. Est-ce que c'est compréhensible, ça, que des membres de la communauté juive mettent un bulletin Éric Zemmour pour moi, au vu de ce qu'il a dit sur Pétain, pour moi, non. sur Dreyfus? Pour moi, non, mais je pense que l'importance de la dénonciation anti-musulmane et anti-immigrée prend le pas sur tout. Je crois que c'est ça l'explication. On parlait d'Éric Zemmour, il est particulièrement aussi populaire chez les jeunes gens de la communauté juive, et on l'a vu encore lundi lors de la manifestation, il a été très applaudi, il y a un côté selfie, enfin il est reconnu, donc il a une notoriété qui a percé le mur du son, en tout cas vraiment chez les jeunes gens. Oui, je pense que alors, on a beaucoup dit que aussi la position de Marine Le Pen était justement liée aussi à la percée possible au retour d'Éric Zemmour sur un électorat juif qui serait allé effectivement, et qui est allé vers lui à l'élection présidentielle. Mais comme le dit, je prends la formule de Maurice, c'est encore pire, effectivement, parce que arriver à des antisémites, effectivement, et avoir des juifs français juifs électeurs qui votent pour lui, c'est quand même un grand mystère. Je veux juste dire une petite chose aussi sur le RN, c'est que la participation, on a dit, bien accueillie la délégation du RN à la manifestation du CRIF, c'est pas, je pense, tout à fait la vérité. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés et après, on leur a demandé gentiment de partir. Ce qui prouve qu'il y a, et même si Marine Le Pen... ce qui prouve qu'il y a encore une étape. Évidemment, ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella y étaient pour ne pas créer de tensions supplémentaires, mais la délégation qui était là a été, sans doute, est arrivée jusqu'à la manifestation et ensuite, calmement, pour justement il n'y ait pas d'incident, on leur a demandé de partir. Donc, il y a encore une étape à franchir. Oui, parce que le CRIF et Jonathan Arfi et ses prédécesseurs ont toujours refusé que et le RN et que les Insoumis, c'est-à-dire considérés comme ne faisant pas partie de l'arc républicain, viennent aux manifestations. C'était le cas à Mireille Knoll pour cette vieille dame assassinée il y a quelques années. Merci pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants et on se retrouve très vite pour évoquer le débat qui fait rage sur la perpétuation de l'aide européenne et française aux Palestiniens. A tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous, Arlette Chabot, Marion Mourgue, Maurice Safran, troisième et dernier sujet de notre débat. On parle encore des suites au niveau politique français du choc subi samedi par Israël et ses habitants. Et cette fois, on va se pencher sur le débat qui s'est ouvert sur l'aide internationale aux Palestiniens. La question est posée, faut-il continuer à déverser des millions de dollars et d'euros sur Gaza et sur la Cisjordanie, millions qui risquent d'être détournés et utilisés par des organisations terroristes comme le Hamas. Alors, je rappelle que l'Union européenne est le plus important soutien financier des Palestiniens, quelques 1,2 milliard d'euros entre 2021 et 2024 pour aider les territoires palestiniens à se développer. Cette somme sert théoriquement à financer des projets comme l'éducation et la santé. Et lundi, après l'attaque du Hamas contre Israël, l'Union européenne annonçait qu'elle allait procéder à un réexamen de son programme d'aide. Je cite, « L'objectif de cette révision est de garantir qu'aucun financement de l'Union européenne ne permette indirectement à une organisation terroriste de mener des attaques contre Israël. » Est-ce que c'est compréhensible, Maurice Safran ? Compréhensible, oui. Est-ce que c'est possible ? C'est ça la vraie question. Effectivement,
penser aujourd'hui, après ce qui vient de se passer, les meurtres, les massacres d'enfants, de vieillards, que l'argent des Européens pourrait tout ou partie être détourné par des terroristes, par des organisations terroristes, effectivement, ça semble très compliqué. Mais est-ce qu'on est capable de faire le partage ? Ça semble quand même très difficile. D'ailleurs, on a assisté à une discorde, une de plus entre les États membres. Le gouvernement autrichien a d'ores et déjà annoncé la suspension de ses programmes d'aide. L'Allemagne aussi voulait suspendre son aide financière. Et puis finalement, je crois qu'elle a rétro-pédalé dans l'attente d'un contrôle de l'utilisation. Le Danemark également. Mais la France, elle, n'est pas en faveur de la suspension de l'aide qui bénéficie directement aux populations palestiniennes. Je cite, c'est ce qu'a indiqué mardi la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Un sujet de division de plus, non, pour l'Europe, Arlette? Ah bah oui, parce que le commissaire hongrois a commencé à dire tout de suite stop. Il y a un Slovène qui a dit pas question. Chaque pays fait connaître. Alors il y a l'aide européenne, et puis il y a les aides bilatérales. Donc en ce qui concerne effectivement, par exemple, l'Allemagne et l'Autriche, là ils s'interrogent vraiment. La France dit non en expliquant que ces aides sont versées à des ONG. Oui. Alors si c'est versé à des ONG... on peut effectivement se dire qu'elles vont vers les enfants, les écoles, la santé, les hôpitaux. Bon, pour le reste des aides, ça fait quand même... moi, j'ai entendu depuis des années et des années qu'on s'interrogeait, parce qu'il n'y a pas que Gaza, il y a aussi effectivement ce qui arrive depuis des années à l'autorité palestinienne et qui disparaît, on ne sait pas où. Dans les poches des... C'est ce que j'allais dire. Entre dans les poches des corruption, dirigeants. voilà. La corruption fait rage. C'est ce que j'allais dire. D'abord, la corruption. Ensuite, qu'est-ce qui arrive vraiment aux populations? Alors, moi, je veux bien, si on verse à des ONG qui sont des ONG internationales, il y en a qui dépendent effectivement des Nations Unies et qui déversent, c'est très bien. Après, ce qui est donné à l'autorité palestinienne, alors généralement, on construisait une installation, derrière, il y avait un attentat, ça faisait sauter l'installation, on redonnait de l'argent et c'était à l'infini. Donc, ce qui disparaît en corruption, ce qui va vers les armes, je pense que tout le monde a intérêt à une sérieuse transparence. Ouais. Vous êtes d'accord, Mario Moog, il faut réviser un petit peu toutes ces aides et l'utilisation de ces millions et de ces milliards? Oui, il faut réviser et en tout cas améliorer la transparence. La difficulté, c'est qu'on est en situation d'urgence. Donc, pour faire ces contrôles sur place, c'est compliqué. C'est un sujet à très long terme, bien sûr. Oui, et là, il y a l'urgence immédiate. Donc, je ne sais pas comment sera tranchée cette question, puisque à la fois, elle fait débat au niveau européen et elle fait débat en France. C'est-à-dire que personne n'a la même position. Donc, soit Emmanuel Macron, qui entend continuer les rencontres de Saint-Denis, la dernière fois avait commencé ses rencontres avec les questions internationales. Donc, ça peut faire partie des questions aussi pour essayer d'avoir une position commune. Mais en tout cas, voilà, je ne vois pas comment le calendrier de transparence peut se faire maintenant. Mais sur les ONG, on sait qu'il y en a certaines qui, en sous-main, sont tenues par des organisations terroristes. Donc il va falloir faire le ménage, effectivement. Maintenant, il y a une... Et vu la lenteur de l'Union européenne, c'est pas pour tout de suite. Il y a une question politique qui va ressurgir en Israël bientôt avec une violence inouïe, une violence sur le plan politique. Bien sûr. Que le gouvernement israélien a choisi, jusque ces événements-là, a choisi de financer Gaza et donc le Hamas contre la Cisjordanie et contre l'autorité palestinienne. Donc ça va être une question puissance 1000 par rapport à nos pauvres quelques sous qui vont jusque la Palestine, sur ce choix du gouvernement israélien qui aujourd'hui est un choix absolument tragique. Donc ça va être une des questions les plus importantes. Alors sur la position de notre gouvernement, hier, Elisabeth Borne, la Première ministre, déclarait à l'Assemblée nationale, je cite, qu'aucun euro d'aide française ne doit parvenir à une quelconque organisation terroriste, ni à Gaza ni ailleurs. Et puis le président Macron lui-même s'est exprimé sur le sujet, on l'écoute. Nous ne sommes pas en faveur de la suspension de l'aide qui bénéficie directement aux populations palestiniennes. Nous-mêmes avons mis en place des procédures pour nous assurer que cette aide ne permet pas de financer le Hamas. La France apporte une aide aux Palestiniens qui s'élevait en 2022 à 95 millions d'euros. Cette aide est concentrée sur le soutien aux populations dans les domaines de l'eau, de la santé, de la sécurité alimentaire et de l'éducation. Elle est versée notamment par le biais des Nations Unies. Elle bénéficie directement à la population palestinienne, à Jérusalem-Est, en Cisjordanie, à Gaza, dans les camps situés dans les pays voisins. Et elle est pleinement conforme aux engagements de la France. Je suis tout à fait en faveur, par ailleurs, pour qu'il y ait une procédure de revue de toutes les aides européennes qui soient apportées.
Mais je ne suis pas en faveur pour qu'il y ait une suspension, surtout quand cette revue et les procédures de vérification ont été effectuées, ce qui fut le cas pour notre aide. Je pense que c'est important car nous devons lutter de manière intraitable contre le terrorisme et le terrorisme du Hamas, mais nous ne devons pas confondre la lutte contre le terrorisme avec le droit humanitaire le plus élémentaire, le soutien aux populations civiles, le risque étant sinon qu'un soutien populaire, en quelque sorte, aux actions terroristes et aux plus extrêmes ne s'installe dans la région. Est-ce qu'il ne nous fait pas un peu du en même temps, là, le président, comme à son habitude? On va dire qu'on le croit, la France a déjà vérifié, la France est certaine que... Oui, enfin bon, on le disait à l'instant, c'est pas tout à fait exact, me semble-t-il. J'espère que c'est vrai, après il faut regarder, vous savez, c'est un peu... J'ai l'impression d'entendre le débat sur les ONG, le financement d'ONG qui vont au secours des migrants. Est-ce que ce sont les complices des passeurs ou est-ce que ce sont des gens qui aident tout simplement des gens en perdition? Parce que, bon, on peut contester l'idée, mais bon, ils vont sauver des vies. Donc, voilà, donc c'est exactement le même débat. Mais honnêtement, ça va être compliqué de faire cette transparence. J'admire la certitude du président de la République, tant mieux. Alors, ils nous vendent un peu du rêve, vous voulez dire, si j'ose dire? Non, je ne dis pas qu'ils vendent du rêve, mais tant mieux. C'est vrai qu'il faut penser aux populations parce que la riposte va être terrible. Les Palestiniens vont évidemment souffrir. On parle de corridor humanitaire. On ne va pas dire qu'ils crèvent tous, évidemment, parce qu'il y a aussi des femmes et des enfants. Mais sur l'aide, il y a franchement une sérieuse interrogation, évidemment, à avoir. Je retiendrai juste sa dernière phrase quand En fait, on sent bien que, évidemment, l'inquiétude mondiale, c'est qu'il y a un embrasement dans la région et que les populations basculent dans un sens ou dans l'autre. C'est ce qu'il dit en disant si on retire l'aide, est-ce que les populations basculent dans le soutien au Hamas et aux attaques? Mais c'est une question qui n'a pas été réglée depuis plus de 60 ans. Alors, vous avez tout à fait raison. Vous qui suivez la droite, il ne vous a pas échappé que certains, notamment de ce côté de l'échiquier politique, n'étaient pas d'accord avec le président. Chez LR, Éric Ciotti, le patron du parti, veut suspendre l'aide française. C'est la même chose pour le sénateur Roger Carucci. On écoute ses propos qui étaient tenus hier. Moi, je partage pleinement tous les propos qui ont été tenus par ma famille politique dans cette affaire, à la fois de plein soutien à Israël, de demande de suspension de l'aide au développement des Palestiniens tant qu'il n'y a pas une étude complète prouvant que cette aide n'est pas détournée pour acheter des armes. Pour vous, il faut la suspendre, parce que l'Union européenne est un produit qui va l'étudier. Elle ferait bien l'Union européenne de se secouer un peu, parce qu'à force d'étudier, de faire des colloques et des conventions, l'Union européenne a disparu de la scène internationale. Donc, à un moment, un peu de courage ne nuit pas. On a même le droit d'être intelligent en Europe. Donc, oui, il faut suspendre et puis voir ce qui se passe. Franchement, qui peut croire que toute l'aide apportée à Gaza n'est pas utilisée uniquement pour acheter des équipements militaires, pour construire des tunnels, pour équiper des brigades d'intervention et d'assassins. Bon voilà, donc oui, il faut revoir. Donc moi je partage pleinement les positions d'Éric Ciotti et de ma famille politique. Il a raison, il faut revoir, il faut suspendre, comme dit Roger Carucci. Même si je ne suis pas sûre que l'Union européenne écoute forcément tout de suite Roger Carucci. Mais c'est surtout qu'il y a une cohérence des Républicains. Ils sont en soutien total à Israël, en disant, voilà, tuer un juif, c'est toucher à la République. Donc, c'est cohérent sur le plan politique aussi de vouloir une fin de ces aides. Arlette Chabot, Maurice Safran. Non, ce que dit Carucci, c'est l'envers de ce que dit le président. Le président dit il faut donner puis contrôler, et Carucci dit il faut contrôler, suspendre pour contrôler, puis éventuellement donner. Ça... Effectivement, c'est deux positions. En même temps, si on a un tout petit peu de mémoire, on voit bien aujourd'hui que LR n'est ni gaulliste ni chiracien, parce que c'est pour Jacques Chirac et pour les gaullistes, bien entendu qu'il aurait fallu continuer l'aide. Ça n'aurait pas fait l'ombre d'un doute. Maintenant, la vraie question, c'est le soutien populaire, et c'est sans doute perdu. Le soutien populaire existe aujourd'hui dans la bande de Gaza. Il existe et de plus en plus fort. Le soutien populaire, vous voulez dire de la population au Hamas. Est-ce qu'on en est certain? Alors, on sait qu'il n'y a évidemment pas de sondage d'opinion comme chez nous dans la bande de Gaza, puisque c'est tenu du main de fer par le mouvement islamiste. Enfin, on peut aussi se dire qu'il y a des Palestiniens de Gaza qui se disent que c'est pas forcément
une bonne idée que d'aller massacrer des civils en Israël pour ensuite essuyer une riposte qui va être forcément terrible de la part de Tsahal. Attendons que les premiers journalistes puissent rentrer. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais attendons que les premiers journalistes puissent rentrer pour nous raconter effectivement la psychologie collective en ce moment. Je reviens sur ce que vous disiez sur l'évolution de la position de la droite. C'est vrai que la droite gaulliste, alors Charles de Gaulle qui évoquait le peuple d'élite sûr de lui et dominateur, cette fameuse formule, position de Chirac qui était quand même plutôt pro-arabe, la fameuse scène à Jérusalem, dans la vieille ville, Let me go back to my plane, this is a provocation. Ça veut dire que les républicains, les gaullistes, ont quand même changé de position très clairement sur le conflit du Proche-Orient, Marion Mourgue. C'est une position qui est tenue par Nicolas Sarkozy de longue date. Donc il y a eu certes une évolution, mais les républicains là sont dans la continuité. Ça a commencé sous Sarkozy, vous avez raison. Donc ça fait quand même presque 20 ans maintenant qu'il y a cette position de soutien total à Israël. Mais quand vous discutiez, ça a l'air tout de suite, mais quand vous discutiez avec Chirac de la question israélo-palestinienne. Vous l'avez fait ? Oui, très souvent, même souvent. Alors bien entendu qu'il était favorable à l'existence d'Israël, mais il était extrêmement critique sur l'idéologie sioniste. Chirac, c'était un tiers-mondiste. Hein. C'était un vrai tiers-mondiste. Avec des sympathies pro-arabes très prononcées. Oui, mais c'était un tiers-mondiste. C'est quelqu'un qui réfléchissait comme un tiers-mondiste. Et pour lui, Israël, c'était l'Occident présent sur une terre où l'Occident n'avait pas à être si présent que ça. Donc, la position de la droite, effectivement, depuis Nicolas Sarkozy, elle a sérieusement changé. Tout en disant quand même, puisqu'on cite souvent cette phrase de Nicolas Sarkozy sur Gaza, la plus grande prison à ciel ouvert. C'est-à-dire que le soutien à Israël n'empêche pas effectivement une certaine lucidité sur la situation, évidemment, des Palestiniens qui subissent aussi le Hamas. Donc, c'est effectivement, ils vont subir et là, ils seront peut-être obligés d'applaudir parce qu'au fond, c'est vrai que c'est une opération qui rend pour certains leur fierté aux Palestiniens que tout le monde, avec pays arabes compris, ont voulu totalement éliminer ou faire disparaître du jeu politique mondial. Et s'est exprimé Nicolas Sarkozy depuis le début de cette attaque. Je crois qu'on l'a pas entendu. Il était à la manifestation lundi en condamnant très clairement les attaques. Évidemment. Eh bien, merci à tous les trois pour vos infos, explications lumineuses et éclairages. Nous savons tout du positionnement indigne, on l'a dit, des insoumis après la guerre lancée par le Hamas contre les civils israéliens, de l'évolution réelle ou feinte de l'extrême droite par rapport à Israël et à la communauté juive et de la position de la France sur l'aide aux Palestiniens. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie, comme d'habitude, des meilleurs décrypteurs de la politique. D'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J, surtout vous Maurice, reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous.